Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. C'est ta première assemblée des Alliés, je crois? Non, j'étais déjà venu ici. J'étais passé. T'étais passé, ok. Ouais. En tout cas, on est content de te recevoir et ça fait longtemps qu'on avait envie de prendre le temps d'une discussion profonde, j'allais dire, avec toi, pour avoir ton point de vue, ton retour d'expérience sur ce qu'est la pratique d'un élu local qui porte les transitions. Benoît le disait, on ouvre là une période électorale avec les municipales qui arrivent et ça va lancer même un cycle politique parce qu'après les municipales, on aura aussi les régionales, les présidentielles, les régionales, les européennes. Donc on rentre dans une période de forte compétition électorale et ce qu'on a envie d'entendre, c'est ce que tu as à partager. On a des élus dans la salle. Il y a des élus dans la fabrique des transitions, il y a des élus à qui on parle qui ne sont pas dans la fabrique des transitions. Et donc le dialogue qu'on mène avec toi va être documenté, enregistré. Ça va nous permettre aussi d'avoir des messages autour de ces questions. Alors Pierre, en parcourant un peu ta trajectoire, en m'intéressant à ton curriculum vitae, j'ai vu que tu étais soignant, infirmier de formation. Tu viens du littoral, de la Tranche-sur-Mer, mais tu vis depuis plusieurs dizaines d'années à la montagne, où tu as pris racine. Depuis que tu y es arrivé en autostop, m'as-tu dit, et tu parles de la fonction d'élu comme d'une fonction de soin. Les premières questions que je voulais te poser, c'est pourquoi cette fonction de soin quand on est élu, et est-ce que la montagne peut soigner en retour les maux de notre époque ? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. J'ai dit à Julien, je suis capable de parler pendant 8 heures de façon passionnée. Donc il est là pour challenger et puis aller vraiment aux endroits qui sont nécessaires pour vous. Donc en effet, moi je suis originaire de la Tranche-sur-Mer, en face de l'île de Ré. J'habitais à 150 mètres de la plage. Et je voyais la plage de la fenêtre de ma chambre. Et à 17 ans et demi, j'ai fui pour des raisons familiales et je suis parti dans le sud de l'Europe en stop. Je suis passé par Briançon et c'était le choc à tout point de vue. Et finalement, après ce voyage, j'ai décidé de m'installer là-bas. Alors l'affaire n'est pas anodine parce qu'en fait, à la Tranche-sur-Mer, quand j'étais petit, mon père était maçon. C'était pas rigolo. Et en fait, à l'âge de 10 ans, je travaillais déjà sur les chantiers avec lui. Et figurez-vous que j'ai participé à la construction de maisons à la Faute-sur-Mer. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. 29 morts. Xintia. Et donc, je me souviens de ces maisons où j'ai travaillé, moi, donc avec la catastrophe qui s'en est suivie. Donc après, je pars à Briançon et dès que j'étais à Briançon à 19 ans à peu près, j'ai commencé à faire de l'alpinisme. Et je me souviens très bien, au Glacier Blanc, il y avait une échelle métallique. Et à main gauche, je touchais le glacier en montant cette échelle métallique. Allez voir. L'échelle aujourd'hui est à 950 mètres du glacier. Et là, en tant qu'élu local, depuis maintenant 20 ans, en fait, on a ces situations d'effondrement permanentes. Je participais à une journée avec le Shift Project à Paris l'année dernière. Et j'ai fait une intervention le matin et l'après-midi, il y avait des ateliers. Et c'était rigolo parce que j'ai participé à un atelier où il fallait imaginer ce qui allait se passer en 2045. Essayer de vous projeter dans une catastrophe en 2045. Et je leur disais, c'était la semaine dernière, nous. La semaine dernière, à Risoul, il y a eu un effondrement. Une lave torrentielle qui a détruit le supermarché, mais qui a détruit la route nationale, qui a coupé l'eau, l'électricité, l'assainissement, toutes les connexions. Et donc, moi, j'habite à 30 kilomètres. C'était marrant, dans la ville de Briançon, non, pas 30 à 15-20, dans la ville de Briançon, les gens se baladaient avec leur carte bancaire, passaient de banque à banque, ils pouvaient pas tirer de l'argent. Et là, on voit le choc que représentent ces situations qui, aujourd'hui, sont régulières. Nous, on a ces effondrements permanents. Le maire de Val-des-Prés, dès qu'il y a un orage l'été, il dort plus. Parce qu'il sait que de toute façon, il va y avoir une coulée de boue de 6 mètres de haut. Vous voyez ce que ça fait, 6 mètres. Donc la route est coupée sur 6 mètres, c'est les tractopelles qui viennent. Et ça, c'est ce qu'on vit. On a eu l'effondrement du tunnel du Chambon, on a eu l'effondrement du Pas de l'Ours, on a eu des effondrements auxquels
on s'habitue sans s'habituer, mais en fait, c'est ce qu'on vit de façon permanente. Donc moi, j'étais l'exemple de l'échec scolaire. Je débarque en stop là-bas. J'avais loupé mon bac, j'étais complètement paumé. Je savais pas ce que j'allais faire. Du coup, j'ai été berger, puis j'ai été barman, puis j'ai été maçon, parce que ça, je savais faire. Et puis, j'ai été éducateur. Et je me suis retrouvé dans une maison d'enfants, parce que le Briançonnais était très réputé pour justement soigner les pathologies respiratoires. Et j'étais dans une maison d'enfants, moi j'avais donc 20 ans, et j'étais avec des jeunes de 16 ans qui allaient mourir quelques mois plus tard parce qu'ils avaient des mucoviscidoses. Et donc j'ai vécu avec ces jeunes, et là ça a été le choc. Et finalement je me suis rendu compte que j'avais cette envie de soigner. Et finalement, j'ai repris des études et j'ai été en effet infirmier. Donc, tout à l'heure, on parle de Jean-François qui était kiné. Moi, infirmier, c'est pas anodin cette affaire. Et d'ailleurs, le sous-titre du bouquin qui m'a été commandé par Actes Sud, qui s'appelle Passage délicat, parce qu'on est réellement dans un passage délicat avec tout ce que ça veut dire. Le sous-titre, c'est penser et penser le territoire. Penser avec un E et penser avec un A. Parce que je considère en effet que tous autant qu'on est soignants, tous autant qu'on est élus, mais citoyens, en fait, on est des soignants. Et notre rôle, c'est de tenter de prendre soin d'un territoire et d'une population. Au passage, c'est le cas de le dire, parce que ça s'appelle Passage délicat, Actes Sud n'en voulait pas du titre. Parce que Passage délicat, c'est péjoratif. Et je leur disais, mais non, vous connaissez pas les montagnards. Moi, je suis à quatre pattes avec les cartes IGN et je repère les passages délicats. Et c'est le pied, en fait, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, c'est un moment très stratégique. C'est le moment où la cordée, je fais allusion au fameux premier de cordée, où là, on voit bien qu'il y en a qui n'ont rien compris à ce que c'est que la montagne. Parce qu'en fait, le premier de cordée sans le dernier, il est mort. Donc très clairement, moi, la cordée, j'ai fait beaucoup d'alpinisme, mais j'y suis très attaché. Et au moment où on aborde le passage délicat, on s'arrête, on s'observe, on regarde qui sont les plus fragiles, et une fois que tout le monde est OK, est prêt, on y va. Et derrière le passage délicat, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a un paysage désirable. Et pour moi, c'est véritablement la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où en effet, derrière, il y a un paysage désirable. Donc il va falloir s'encorder, il va falloir faire attention aux plus faibles, il va falloir faire preuve de stratégie, et au moment opportun, il va falloir traverser. Et je pense que tout est là, finalement. Le deuxième ouvrage qui a été commandé par Actes Sud, c'est celui-là, Petit manuel de démocratie vivante. Alors là, je ne suis pas tout seul, on est 3. D'ailleurs, Alban sera là cet après-midi. Si vous voulez ces bouquins, ils seront à disposition. Parce qu'en effet, il y a un moment très particulier où on a une crise climatique, une crise de biodiversité, une crise sociale et une crise démocratique. Mais finalement, en zone rurale, parce que les villes, je ne connais pas, mais nous, on a prouvé qu'on avait toutes les solutions. On sait faire. Si on ne nous empêche pas de faire, on a les solutions. Donc, je ne sais plus où on était de ta question, mais voilà. On va poursuivre, c'est très bien, pas de problème. Merci Pierre. Donc, ton parcours, c'est que tu es aussi élu maire du Puy-Saint-André en 2008, date à laquelle l'initiative citoyenne à laquelle tu participes se transforme en liste citoyenne et tu remportes les élections à 65%. Tu exerces pendant 12 ans dans cette commune de 500 habitants et tu es réélu au passage à 85% en 2014. On note l'évolution. Tu endosses également des fonctions de conseiller délégué à la communauté de communes du Briançonnais, 19 000 habitants. Puis finalement, tu deviens vice-président, mais aux déchets. Une promotion, tu nous raconteras. Tu es par ailleurs président du pays du Grand Briançonnais, qui rassemble 36 communes, 3 communautés de communes, pour 35 000 habitants. Un pays, comme on dit, qui comprend également 2 aires naturelles protégées, le Parc national des Écrins et le Parc naturel régional du Queyras. Un territoire donc qui repose sur un esprit de solidarité ancestrale entre ses composantes. Il y a une charte dont tu vas nous parler, la charte de la République des Escartons, qui dispose qu'en 1343, lorsque l'un des territoires vient à tomber, l'autre le relève. Est-ce que tu peux revenir, Pierre, sur ce parcours? Pourquoi tu t'es engagé politiquement?
Est-ce qu'il y a une échelle finalement plus pertinente qu'une autre pour porter la transition? Et quelle est la portée de cette charte aujourd'hui, à l'heure des transitions? Donc on va revenir. Alors malheureusement, il nous faut des catastrophes pour bouger. C'est dommage, mais souvent c'est le cas, et c'est triste. Hein. Et là, en l'occurrence, il se trouve que une fois que j'ai fait ces études d'infirmier, à 23 ans, je me suis marié, et 15 jours après, j'ai appris que ma femme avait un cancer. Donc là, c'est le choc, un cancer massif. Derrière, vous imaginez, vous avez 23 ans, chimio, radiothérapie, chirurgie, etc., etc. Et puis à ce moment-là, on essaie évidemment de comprendre. Donc on plonge dans la santé environnementale, dans la santé communautaire. Il se trouve que temporairement, j'avais quitté Briançon. Je travaillais dans un bloc opératoire à ce moment-là à Montpellier pour que ma femme fasse ses études de puériculture. Et tout autour, eh bien, il y a des vignes avec les pesticides dans tous les sens. Pendant que je suis là-bas, j'ai un copain qui meurt du cancer. Donc, vous imaginez tout ce que ça génère, cette affaire. Et donc, on cherche à comprendre. Donc, j'ai lu Ivan Illich, j'ai lu André Gorz, j'ai lu tous ces auteurs, justement, de l'écologie, puis de l'écologie politique. Et là, c'est le déclic. Je me dis, en fait, il va falloir que tu bouges, mon gars. Donc très vite, on a fui le Montpelliérain, on est revenu à Briançon. Et puis là, en fait, j'ai rejoint un certain nombre de copains. Et puis on a créé le groupe des Verts sur le Briançonnais. Et là, on a attaqué les collectivités. Donc on a fait feu de tout bois, on a fait fermer 2 incinérateurs. Et puis ensuite, on a fait démonter un aérodrome par le député maire sans permis de construire. Et puis ensuite, on a attaqué la voie rapide Barcelone-Prague qui allait détruire toute la vallée du Briançonnais. Et puis ensuite, on est allé attaquer sur un barrage qui allait se faire à plus de 2000 mètres d'altitude. Et puis, j'étais dans les manifestations antinucléaires, les manifestations pour Loire vivante. Enfin bref, je vous passe les détails, mais ça a été en fait une formation pendant 15-20 ans. Justement sur tous ces sujets, l'eau, l'énergie, les déchets. J'ai découvert la rudologie. Je trouvais ça génial. La science des déchets. Voilà, la science des déchets, ça m'a assez passionné. Et puis j'ai compris à ce moment-là qu'en fait tout était lié. C'est la complexité dont on parlait tout à l'heure. Vous tirez sur un truc et puis en fait il y a tout qui vient. Et vous comprenez ces associations et cette complexité. Et puis en même temps qu'on était très actifs, comme vous le comprenez, pour lutter contre un certain nombre de projets délétères, eh bien, on proposait. On allait voir les élus et on parlait de mobilité, de gestion de déchets, d'énergie, etc. Et puis là, pop, c'était flop. En fait, il n'y avait jamais d'accroche. On n'y arrivait pas, on n'arrivait pas à permettre que ces sujets viennent véritablement sur la table pour impacter les politiques publiques. Donc le temps passe et puis faire contre, c'est fatigant. C'est nécessaire, c'est indispensable, mais ça correspondait pas, moi, à mon ADN, et j'avais envie de faire pour. Donc ça cheminait petit à petit, et puis en effet, en 2007, là, pour le coup, j'avais déménagé, j'avais construit ma maison, qui a gagné le 2e prix des maisons économes en énergie en France, à ce moment-là. Elle produit à peu près 3 fois l'énergie qu'elle consomme, et donc je réunis, je rassemble des gens normaux avec qui je parlais sur le village. Et puis je leur dis, ça serait sympa qu'on discute ensemble de l'avenir du village. Donc je demande au maire de nous prêter une salle municipale, ce à quoi j'ai eu un refus. Donc finalement, ça s'est passé chez moi. Et puis pendant 1 an, on a parlé du village désirable. Petit à petit, on a construit quelque chose. Et puis le temps a passé. Et puis finalement, ce village désirable, si on voulait qu'il existe, fallait le porter. Et ça s'est terminé par une liste municipale. Et donc, je me suis retrouvé maire comme ça, moi, du jour au lendemain. Ça a été un peu difficile avec mes autres collègues maires, parce que comme on avait attaqué au tribunal les collectivités du coin, quand j'ai débarqué au conseil communautaire, d'emblée, j'ai été puni. Donc, j'étais le seul vice-président de la Comcom sans délégation.
Et le président, en fait, c'était très clair. C'est le jeu des indemnités, vous connaissez. Du fait que j'avais pas de délégation, j'avais pas d'indemnité. Comme ça, il disait là, lui, on va bien le serrer. Bon, c'était pas très grave. Moi, j'avais autre chose à faire. Et donc, j'ai diminué mon activité j'ai finalement divisé par 2 mes revenus. J'ai arrêté d'avoir une activité professionnelle et pendant 18 ans, j'ai vécu avec 1250 €, je crois que 1245 je dois être, depuis 18 ans parce que j'ai fait le choix de m'investir justement et de faire pleinement ce travail d'élu. Au bout d'un an, le président de la Comcom s'est dit mais en fait le roi il est toujours là, il propose, il bosse, il a pas l'air con. Et finalement, je l'utilise pas, c'est trop bête. Et donc j'apprends ce que tu disais, j'apprends le jour des vœux, 9 mois après les élections, que j'ai une délégation sur les poubelles. Et ça a été en fait le début de cette histoire. Moi j'ai adoré parce que je vous ai dit la rue de Logis ça me plaisait. Et finalement, le résultat c'est qu'on a baissé de plus de 50% le tonnage d'ordures ménagères résiduelles. Sur cette communauté de communes, on a économisé 1 200 000 €. Je n'ai jamais parlé d'écologie à ce moment-là. Par contre, j'ai parlé d'argent. Et là, ils ont très vite compris de quoi il s'agissait. Et ils ont très vite vu les résultats de cette affaire. Donc, entre-temps, on a viré Veolia, alors qu'on était sur une majorité de droite. Et puis, on a complètement bouleversé le monde de l'entreprise. Et donc on est passé de 12 000 tonnes à 6 000 tonnes la gestion de ces déchets. Et en fait, la crédibilité est née de là. Et à partir de là, j'ai eu de plus en plus de délégations jusqu'au jour où j'ai découvert le pays. Je savais pas ce qu'était que ce machin. Dans ce millefeuille administratif, cette feuille-là qui vient là, c'est bizarre ce truc. Et je vais voir, ça m'intéresse, je reste. Et petit à petit, je me dis, mais en fait, c'est génial ce truc. Parce qu'en fait, c'est la seule strate volontariste pour travailler ensemble. Et donc, j'assiste régulièrement à cette affaire. J'ai bien compris que cette strate ne lève pas l'impôt. Donc ça, c'est pas anodin. Mais j'ai surtout compris que c'est une démarche volontariste. C'est-à-dire que ce sont là, en l'occurrence, 3 communautés de communes qui font le choix de travailler ensemble. Et je me dis, mais en fait, ça, c'est une clé. C'est super important. Et donc, je suis là tout le temps. Le député, les 4 présidents de Comcom, parce qu'à l'époque, il y avait 4 Comcom, me voient tout le temps présent, à proposer, à bosser, jusqu'au jour où ces 5 personnes me disent tu voudrais pas être président du pays Grand-Briançonnais? Et je dis pourquoi pas, sous condition. Et la semaine suivante, je leur dis voilà, je vous ai amené ma condition. J'y asseyez-vous, vous allez écouter la charte des escartons, un texte de 1343. En 1343, au Moyen-Âge, vos ancêtres, je leur dis, savaient faire et travailler ensemble. Il est écrit, quand un de nos territoires s'effondre, les autres sont là pour le relever, faisons ensemble. Je dis, ça c'est ma condition. Donc très clairement, si vous n'êtes pas capable d'être présent, de coopérer, de travailler ensemble, de vous écouter, de trouver une forme de consensus pour faire du projet, je me casse. Le seul intérêt que j'ai, moi, c'est de faire du projet avec la population et le territoire. Donc ça dépendra de vous. Donc ils ont voté, j'ai été élu et puis en fait ça a tenu pendant je crois 13 ans. Je suis toujours encore président du pays Grand-Briançonnais. À la suite de ça, je me suis retrouvé administrateur de l'Association nationale des pays et PETR en France, c'est 280 territoires français, où je préside la commission de transition écologique au niveau national. Et puis à la suite de ça, la NPP donc m'a demandé d'être au conseil stratégique du CEREMA, l'agence de l'État. Donc je sais qu'il y en a qui sont ici du CEREMA. Ils sont incognito, voilà. Ils sont incognito, faut pas le dire. Voilà. Et petit à petit, voilà, je me suis retrouvé avec des responsabilités plus au niveau national, tout en étant un petit élu local et un petit élu territorial. Et finalement, il y a une bonne échelle alors plus qu'une autre pour mener la transition ? C'est là clairement, pour moi, c'est justement une combinaison d'échelles. Alors déjà, un mandat c'est trop court, très clairement, parce que c'est complexe.
faut arriver à comprendre les enjeux, faut arriver à comprendre comment ça fonctionne, trouver les acteurs, trouver des combinaisons, et c'est pas si simple. Par contre, moi, j'avais dit que je ferais 2 mandats comme maire, pas 3, et j'ai fait 2 mandats comme maire. Ma première adjointe a accepté d'être maire à condition que je reste dans l'équipe, donc j'ai refusé d'être premier adjoint. Je suis 2e adjoint, mais je suis conseiller communautaire. Comme je fais pas partie de la majorité ni de l'opposition, là, il a eu du mal à comprendre, le président de la Comcom. Il a voulu absolument que je lui dise, si j'étais à la majorité de l'opposition, je dis, mais moi, je sais pas ce que c'est. Je suis dans le territoire. Donc, je suis celui qui a le moins d'indemnités, mais avec une grosse délégation sur la transition écologique et la mobilité. C'était un des sujets que j'avais pas travaillé. J'avais travaillé l'eau, l'énergie, les déchets, le tourisme, l'agriculture, le foncier, etc. Mais j'avais pas travaillé la mobilité. Donc en fait, on a pris, à ma demande, au début du mandat, là, du dernier mandat, on a pris la compétence transport et mobilité à la région. On est une des rares Comcom, hein, il y en a pas tant que ça en France. Et là, on a tout fait péter. Donc aujourd'hui, il y avait 13 commanditaires de transport, il y en a plus qu'un. Et moi, je gère en tant que conseiller délégué cette affaire. Et on augmente là tous les ans de plus de 20% les usagers des transports. On a tout bouleversé, transformé tout. Les bus sont tous au biocarburant et on a des résultats qui sont exceptionnels. On a dépassé de 85% les prévisions. Donc je vous dis pas la tronche du nouveau président de la Comcom. Il est aux anges parce que pour lui, pour son mandat, c'est pas rien. Alors, on va pas reprendre tous les résultats qui sont les vôtres. Tu l'as dit, ils sont dans les ouvrages que vous avez publiés. Par contre, on va s'intéresser aux conditions qui créent ces résultats possibles. À la Fabrique des transitions, on repère, en termes de posture d'élus, 3 types de postures qui correspondent à 3 temporalités du mandat. La première posture, c'est celle de l'initialisation. On arrive aux manettes, on a peut-être beaucoup lutté contre, on a peut-être été beaucoup en contestation, et tout d'un coup, il faut parler à tout le monde. La deuxième posture, c'est celle de l'amplification. Si tant est qu'on se casse pas la gueule dès son premier mandat, pris à partie avec des actions qui font qu'on se prend les pieds dans le tapis et on n'y survit pas. Si on a un deuxième mandat, tu le disais, il faut 2 mandats au moins. Alors vient le temps de l'amplification. C'est là où on va pouvoir passer une vitesse, amener des transformations beaucoup plus profondes et importantes. Et la troisième des dimensions, la troisième des postures, c'est peut-être celle dans laquelle tu es maintenant, celle de la transmission, c'est-à-dire qu'à l'aune d'un chemin parcouru, on peut passer des messages, des conseils. Donc, il y a un peu l'élu éclaireur au départ qui initie quelque chose, l'élu, tu dis des fois créateur d'ambiance, qui va créer les conditions d'une amplification, et enfin l'élu passeur qui va pouvoir permettre à ceux qui le rejoignent sur cette fonction d'éviter peut-être des erreurs qu'on a pu commettre et de s'y prendre mieux que ce qu'on a pu faire quand on a essayé d'essuyer un peu les plâtres au démarrage. Si on revient sur la première des postures, l'initialisation, si tu avais un conseil à donner sur la façon de pas se prendre les pieds dans le tapis, quand on porte la transition, j'entends, mais qu'on a besoin d'embarquer la société et de créer les premières conditions d'une transformation, ce serait quoi? Alors on le voit, ça fait 20 ans qu'on parle de la transformation du statut de l'élu. On fait évoluer le statut de l'élu. Waouh! Et là encore, il y a 15 jours, on continue. Mais en fait, toi, tu parles de posture, de fonction, etc. Pour moi, c'est clairement, en fait, cette mission qu'il faut réinterroger. Parce que je pense qu'en fait, la clé, elle est là. Elle n'est pas tant au niveau du statut. Elle est plus au niveau de la fonction. C'est quoi un élu? Ça sert à quoi ce machin? Et c'est ça qu'il faut aller re-questionner. Et tout à l'heure, tu parlais d'éducation populaire. En fait, tout vient de là aussi. Moi, il se trouve que j'ai eu 2 sœurs adoptives qui ont été trouvées attachées à une chaîne à Calcutta auprès d'une fontaine. Et elles sont arrivées, moi j'étais en 3e, elles avaient 2 ans et 4 ans, mes 2 sœurs. Là, j'ai appris le partage. Et clairement, c'est là où on se forme. Les élus, en fait, c'est pas des gens qui sont là vierges de tout. Ils ont une histoire préalablement
Ils ont vécu plein de choses. Moi, c'est ça que j'ai vécu. J'ai appris le partage. Après, j'étais à l'internat pendant 7-8 ans chez les curés. Là, je peux vous dire qu'on a fait les pires conneries en équipe. On a construit du projet et on les a fait chier, mais grave. Et en fait, on a réussi à bouleverser des choses ensemble. Et pour moi, ça a été extrêmement formateur. Après, j'ai été moniteur de colo. Et là aussi, c'est pareil. Comment embarquer? Comment faire rêver les enfants? Comment créer des imaginaires? Et en fait, c'est toute cette éducation populaire qui nous construit et qui fait que pour moi, tout à l'heure, je disais, un élu, c'est un soignant. C'est évident. Pour moi, il y a pas photo. Je vois pas comment ça peut être autrement. Et puis, c'est évidemment un animateur. Et là, la clé, pour moi, fondamentale, elle est là. Faut aller trouver ses ressources, donc s'être formé aussi pour pouvoir justement savoir comment ça marche cette affaire. Nous, c'est pas des décisions verticales qui s'imposent sur les territoires. C'est absurde, ça peut pas marcher, c'est débile. On va pas pouvoir transformer les choses avec les méthodes d'hier. Donc il va falloir faire différemment. Et c'est évident que l'animation territoriale, pour moi, c'est clairement la fonction de l'élu. Comment on va faire bouger les lignes? Comment on va réussir à transformer un territoire avec les citoyens? C'est à leur portée. Donc il va falloir... alors ce bouquin, c'est de ça dont on parle. Hein. Quand on parle de démocratie vivante, on fait partie de la génération où on nous a toujours dit, ben voilà, vous êtes dans un pays démocratique. Et puis c'est figé, c'est posé, c'est stable, c'est permanent et ça changera pas. Ben là, on voit bien que si, là, on voit bien que c'est un peu compliqué, quoi. Et la démocratie, c'est un machin qui doit vivre. Sinon, il meurt. Donc, il va falloir réinterroger cette démocratie, la faire fonctionner. Et très clairement, moi, j'ai secoué, là, je me souviens dans le Vercors, je leur dis, mais attendez, vous avez pas oublié que vous avez des droits, mais vous avez des devoirs en tant que citoyen. Le devoir de vous informer, de participer, d'aller au contact. Alors en plus, dans la salle, il y avait à la fois des citoyens et puis des élus, et puis ils se mettent sur la tronche. Donc évidemment que ça peut pas fonctionner. Donc il y a un moment donné, il faut que les citoyens ils arrêtent de taper sur la gueule des élus, puis il va falloir que les élus ils ouvrent la porte de la mairie et que les gens se rapprochent et construisent ensemble un projet territorial. Donc tout à l'heure tu parlais du projet, ben évidemment, enfin je veux dire c'est évident. Donc ça me fait repenser là pour le coup aux patients. Si on est soignant, en face souvent il y a un patient et c'est le fameux empouvoirment, redonner du pouvoir aux patients. Moi ça fait 63 ans que je vis avec moi-même. J'ai un niveau d'expertise quand même sur ma santé. J'ai besoin des médecins, ok, j'ai besoin des infirmiers, évidemment, qui ont un type d'expertise. Mais moi, quand même, je me connais un peu, hein, puis je m'observe. Donc je sais quelles sont mes limites et mes handicaps. Donc le diagnostic sensible dont tu parlais, oui, moi je le fais, je me prends la température, hein, je regarde où j'en suis, hein, psychologiquement, moralement, physiquement, pour pouvoir justement évoluer, me transformer. Et donc le citoyen, ben, où est-il ? Il va falloir à un moment donné rassembler les gens, les mettre ensemble et les faire bosser. Mais en plus, on s'éclate. C'est le pied. Et à chaque fois qu'on co-construit des politiques publiques, on voit bien que c'est miraculeux. L'intelligence collective, mais c'est sidérant. Moi, en effet, j'ai découvert que 1 + 1, ça faisait pas 2. Ça faisait plus que 2. Et en maths, j'ai toujours été pas très bon. Mais là, pour le coup, ça a quand même bousculé un certain nombre de choses. Et là, on le voit bien, que cette nouvelle fonction de l'élu, animateur, soignant, en capacité justement d'embarquer par du leadership, parce que c'est pas un mauvais mot, hein, on en parle aussi dans le bouquin, le leadership, c'est pas quelque chose de péjoratif, hein. Tout dépend comment il est appliqué. Et là, on se rend bien compte que on bouleverse un territoire, ensemble. Et alors justement, quand on fait monter un peu la température de cette démocratie vivante,
tu parles de co-construction, d'amplification. Peut-être revenir sur le projet de recherche-action participative que vous avez mené là à l'échelle de pays. C'est-à-dire que à l'échelle de ta municipalité, ta commune, tu as mis en place toute une série d'actions, de démarches, tu as ouvert les portes de la municipalité. Mais là, vous êtes en train de changer d'échelle au niveau du pays. C'est quoi la posture, c'est quoi le conseil, c'est quoi la manière justement d'amplifier les démarches une fois qu'on a un peu créé les conditions d'écoute et de dialogue démocratique, comme tu le disais? Alors tout à l'heure, il y a un moment donné, il y avait le mot cohérence. Alors je pense que ça, c'est quand même aussi une clé. Vous avez compris que moi, la transition écologique depuis 40 ans, c'est quelque chose qui m'importe. Et derrière, il y a cette cohérence. Je vous ai dit tout à l'heure que ma maison, elle produit 3 fois l'énergie qu'elle consomme. J'ai mes poules, j'ai mon jardin potager, j'ai plus de voiture depuis 8 ans. Parce que j'avais envie d'être cohérent. Et ça m'a surpris, parce qu'en fait, plus j'étais cohérent, j'ai divisé mes revenus par 2, plus j'étais cohérent, plus j'ai trouvé du plaisir. Et cette capacité de créer le récit pour rendre désirable la sobriété, à chaque fois, ça m'interroge. Je me dis, mais comment, pourquoi on est... Alors c'est sûr que le récit du capitalisme, alors là, pour le coup, il est balèze, hein. Et là, dans nos maisons, on est pris par ce récit. Comment on est incapable, justement, d'arriver à transformer les choses de telle manière qu'on puisse donner envie. Donc c'est en quelque sorte par cette forme d'exemplarité et de cohérence où on peut montrer qu'on peut faire différemment. Alors, j'ai testé, là, j'y pense parce que j'ai testé avec l'ADEME. On nous a filé deux véhicules. Vous savez, les nouveaux véhicules intermédiaires. Et là, j'ai récupéré la bagnole. Waouh! Et je me dis, là, quelque part, ils ont réussi. Ils ont réussi un truc. D'ailleurs, sur la clé, il y a le porte-clés où c'est marqué « moins, c'est mieux ». Et en effet, je me balade avec la bagnole. Donc là, du coup, j'ai moins utilisé mon vélo. Donc ça m'a un peu foutu les boules. Mais bon, bref, j'ai baladé avec la bagnole et je vois tout le monde plier de rire sur les trottoirs. Tout le monde prenait en photo la bagnole. Et de fait, c'est ce véhicule de moins de 300 kilos. Comment là, il s'est passé un truc. Les gens se marrent. Les gens ont envie. Et là, on se dit, bah ouais, moins c'est mieux, ça fait clic, ça a marché. Donc moi, c'est ça qui m'interroge. Et donc arriver à transformer et à donner envie sur la sobriété, c'est un vrai enjeu, mais je sais même plus ta question. C'était sur l'amplification, mais tu réponds à ta manière, ça me va. Peut-être troisième enjeu, une fois que l'ambiance monte, il y a l'exemplarité, il y a les dynamiques qui prennent de l'ampleur. Vous êtes passé là sur une démarche de co-construction avec des chercheurs autour de ton projet de SEM à l'échelle du pays. C'est-à-dire en gros la sobriété, moins c'est mieux. C'est bien, c'est un slogan, mais concrètement, comment on booste des projets en la matière? Et là, je trouve qu'il y a une méthode, ou en tout cas une façon de faire qui est intéressante, et ça montre un peu cette question d'amplification. En fait, en 2008, évidemment il y a plein de choses qu'on n'avait pas du tout compris, hein. Je vous ai dit, on avait bossé pendant 1 an avec des citoyens sur le projet, il y a une sorte de projet de territoire. D'ailleurs, la première action de notre campagne municipale, on avait dit, la première action qu'on va faire si on est élu, c'est aller vous chercher. Et on va vous interroger. Donc on a mis des questionnaires dans toutes les maisons. Donc on n'a pas mis un questionnaire par maison. On a mis un questionnaire par habitant. C'est-à-dire que les enfants de 10 ans pouvaient répondre au questionnaire. Et on a mis des boîtes aux lettres dans tous les quartiers. Et là, on a été surpris parce qu'en fait, on a eu 65 ou 70% de réponses. On s'est dit, waouh, génial. Le mandat commence bien. On est en 2008. On s'est dit, waouh, ça part bien. On épluche les questionnaires et on s'est dit, merde. En fait, ils veulent du déneigement, parce qu'on habite à 1600 mètres d'altitude, du goudronnage et du fleurissement. C'est tout. Et là, ça nous a séché. On s'est dit, mais en fait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils n'ont pas d'envie? Et c'est là qu'on s'est dit, mais en fait, ouais, ils n'ont plus d'envie. Parce qu'en fait, on leur a fait abandonner l'envie. La démocratie est tellement flinguée que depuis 40 ans, ils mettent un bulletin dans l'urne tous les 6 ans, et basta.
Et puis entre-temps, c'est les élus qui gèrent. Et finalement, ce truc-là, ça convenait à tout le monde. À la fois les citoyens, parce qu'ils se déresponsabilisaient de tout, donc ils allaient à la piscine, et puis voilà. Et les élus, waouh! Là, ils avaient la carte du territoire. Moi, j'étais très joueur quand j'étais gamin, je jouais au Monopoly, etc. Et là, en fait, c'est un terrain de jeu incroyable. Et on s'éclate en tant qu'élu avec des positions verticales où on impose l'avenir du territoire. Et puis on voit bien que ça, c'est en train de se casser la gueule. Il y a 2500 maires qui ont démissionné, des conseillers municipaux à l'appel, et puis les citoyens disent ça commence à bien faire, on veut donner notre avis. En fait, c'est génial. Enfin, il se passe un truc. Enfin, il y a une opportunité justement de rendre cette démocratie vivante et de retravailler ensemble. Et c'est là, quand on a vu ce questionnaire où on s'est dit putain, ils ont plus d'envie, il va falloir qu'on redonne de l'envie. Et Jean-François, il en parle bien sur l'os, etc. Et il y a tout ce travail, et là on travaille sur du temps long, où il va falloir retisser de la confiance, parce que finalement le maître mot, il est là, et recréer de l'envie, et redémocratiser les territoires. Donc c'est là où c'est un grand chantier, ça prend du temps, c'est long, c'est compliqué, ça nécessite de l'animation territoriale. Donc un des premiers essais, nous, ça a été le PLU, où pour nous, les élus, c'était évident. C'était pas un document réglementaire pour attribuer des permis de construire. Un plan local d'urbanisme, pour nous, c'était le projet de territoire. Et donc, on s'est dit, on va pas faire une réunion d'ouverture et de fermeture, on va faire des ateliers de travail. Et donc, avec le bureau d'études qu'on a sélectionné en fonction de leur capacité d'animation et de co-construction des politiques publiques, on a fait ces 12 ateliers de travail. Donc, on a informé les gens, formé les gens, Grenelle 1, Grenelle 2, loi Allure. Donc, les gens ont découvert qu'en fait, la densification, l'économie du foncier, la désimperméabilisation, mais tout ça, ça vient pas de nulle part. Tout ça, il y a des raisons, et ça s'explique, et c'est évident. Donc quand on a dit aux gens, on passe de 14 hectares, parce que moi je suis sur un tout petit village, 500 habitants, on passe de 14 hectares à 4 hectares constructibles, tous les habitants qui étaient présents, ils ont dit, évidemment, c'est normal. Évidemment que c'est normal. Et donc, on leur a dit, les 4 hectares, on vous les donne. On leur a mis dans la main, on leur a dit, vous avez 4 hectares. Vous les mettez où? Donc, ils ont travaillé sur des cartes et ils ont divisé en 3 les 4 hectares. Ils ont dit, voilà, ça sera là et ça sera là. Ok, d'accord. On a fait des maquettes en relief avec vue aérienne. Donc, ils voyaient sur la carte en relief, nous, il y a du relief, à 1600 mètres d'altitude, vous imaginez. Donc ils ont vu leur maison, la maison de leurs voisins, tout ça, puis ils ont vu la zone constructible qu'ils avaient, eux, délimitée. Et on leur a dit, voilà, on vous donne des Legos, on vous donne des sparadraps de couleur, et là, vous allez jouer. Donc ils ont passé les soirées à construire le village de demain. Plein sud, on domine la Durance, donc évidemment, le petit collectif, parce qu'on est obligé de mettre du petit collectif, parce qu'il va falloir faire rentrer 24 logements dans cette surface. Donc si on met que des maisons individuelles, ça va pas marcher. Alors c'est très très rigolo parce qu'il y avait le patron d'une entreprise de BTP qui fait de l'animation justement il fait des lotissements. Et là il a vu les habitants qui faisaient son boulot en fait. Et il était sidéré parce qu'il les voyait travailler. Il a vu que en fait des habitants c'est pas con. Ça réfléchit, ça a un point de vue, c'est capable d'aménager parce qu'ils ont prévu les espaces de rencontre, les vergers participatifs, les jardins partagés, la zone de déneigement, les poubelles, l'éclairage public, machin truc. Donc les gens, ils ont joué toute la soirée et ça, qu'on a pris en photo. Et ça, c'est le PLU. Donc il y a un mois plus tard, il y a un mec qui vient me voir en me disant moi je suis pas content de votre PLU. Ah bon? Il dit oui, non, mais là vous avez décidé n'importe quoi les élus. Ah j'ai dit en fait il se trouve que vous êtes pas au courant, mais on n'a rien décidé. Bien sûr que si. Ah, j'ai dit non, nous on a voté, mais on a voté ce que les habitants ont proposé. Ah bon? J'ai dit mais vous avez bien vu les affiches? Ah oui, non mais moi j'ai pas que ça à faire. J'ai dit oui. Le problème c'est que eux ils ont fait. Ah vous êtes en train de me dire que la prochaine fois il faudra que je vienne? Je dis ouais.
Et en fait, c'est là où on voit qu'on travaille sur du temps long. Ça prend du temps pour comprendre justement cette redémocratie, ce travail. Il va falloir. Donc en fait, on a après fait feu de tout bois pour essayer d'utiliser toutes les occasions de la vie de la cité, donc à la fois au niveau de la commune, mais surtout au niveau du PETR, pour justement co-construire. Donc encore une fois, c'est un travail sur la confiance, c'est long. Donc ça a été le leader, par exemple. Le programme européen leader, c'est les concitoyens qui l'ont travaillé. Mais ça a été le TEPCV 1, TEPCV 2, contrat de relance et de transition écologique, etc. On a fait travailler les citoyens le plus possible et ils ont vu que, contrairement à ce que nous a dit le président de la République, quand il dit ce couillon, je reprendrai sans filtre, qui lui a dit qu'il fallait dire ça? Enfin, c'était absurde. Comment on peut dire je reprendrai sans filtre les conclusions de la Convention citoyenne? Comment on peut dire ça alors qu'on ne sait pas qu'est-ce qui sera proposé? Et c'est bien le problème du contrat. Donc je crois qu'on en a parlé un petit peu, mais le contrat sur la concertation et la co-construction, il est déterminant. Donc c'est là où la dernière opération, je pense c'est à ça que tu fais allusion, c'est sur l'énergie. Donc on a un plan climat air énergie territorial et depuis un certain nombre d'années, mais comme partout en France, on a des conflits d'usage. On a des conflits d'usage pas que sur les énergies renouvelables. On a aussi des conflits d'usage sur la sobriété. En 2008, quand on a voulu éteindre l'éclairage public, on s'est dit on fait un test à Puy-Chalvin, un des hameaux de ma commune. On éteint l'éclairage public entre minuit et 5 heures. La semaine suivante, les habitants viennent en disant « Waouh, c'est génial. Vous pouvez pas éteindre toute la nuit ?» On leur dit « Bah non, quand même. Déjà, entre minuit et 5 heures, c'est pas mal. Depuis, on est passé à 23 heures. Mais bon, voilà. » Et puis, ça nous a donné confiance. On s'est dit « C'est bon, on peut y aller. » Donc, on va faire sur toute la commune. En grand démocrate, plutôt que de prendre un arrêté municipal, on s'est dit « On va faire une délibération. » C'était le début du mandat en 2008. Oh la vache! Le jour même, on s'est pris une pétition. Les écolos, vous n'allez pas commencer à nous faire chier. Et c'était ça, très agressif, où les gens, en fait, le hameau là-haut, ils étaient prêts, mais ceux d'en bas, ils n'étaient pas prêts. Hein. Et là, on s'est dit, aïe, il va falloir qu'on change nos méthodes. Donc finalement, on a reporté. On n'est pas rentré en force. Et c'est là qu'on s'est dit, il va falloir quand même faire gaffe. C'est complexe. Il y a des résistances, il y a des fois des incompréhensions et donc il y a des conflits d'usage sur la sobriété et il y a évidemment des conflits d'usage sur la production d'énergie renouvelable, sur les champs photovoltaïques, sur les éoliennes, sur le reste, etc. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé ce dialogue territorial avec les pêcheurs, les kayakistes, les environnementalistes, les producteurs d'énergie, les élus, où on les a mis tous autour de la table. Alors d'habitude ils se voyaient au tribunal. Parce qu'en fait, les uns attaquaient les autres. Et là, on leur a dit, en avant. Donc, ils ont travaillé pendant près d'un an sur le process de concertation. Comment ils vont réussir à se mettre d'accord pour bosser ensemble? Là, il y a une synthèse de 50 pages. Et à partir de là, une fois que ce contrat est validé, on rentre dans la concertation. Pour ça, on est accompagné par des scientifiques. Là, en l'occurrence, Niels Ferrand, qui m'avait déjà accompagné sur d'autres sujets de démocratie. Lui, il bosse dans 40 pays du monde sur les conflits d'usage. Donc avec Niels, en Tunisie, Amérique du Sud, Nouvelle-Calédonie, il les a mis en face, les gens qui se mettent sur la gueule. Donc là, en fait, il a travaillé avec nous et nous a permis, il est spécialisé en sciences sociales et sciences humaines, pour pouvoir faire ce travail. Et donc après 2 ans de travail, tirage au sort, je vous passe tous les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas on a créé un panel et puis ensuite on a parlé à l'Agora, à l'ensemble des concitoyens. Ça s'est terminé avec 210 actions proposées par les citoyens. Ça s'est terminé par la construction d'un conseil d'orientation de l'énergie avec 5 collèges. Donc il y a les agences, il y a les services de l'État, la DDT, Enedis, mais il y a les associations environnementales, les producteurs d'énergie, il y a en fait tout le monde, les élus. Et donc là, on mouline les projets territoriaux qui concernent tous les sujets en lien plus ou moins direct avec l'énergie. Excuse-moi Julien,
J'ai un micro, du coup, je me perds. T'as raison. Non, mais j'ai une question, Pierre, parce que et je pense que c'est un peu ce que tu voulais lui poser, Julien, par la suite. Mais quand on t'écoute comme ça, on en revient à cette posture. Tu mets tout ça en place, mais ceux qui arrivent, comment tu fais pour que, en fait, ils aient compris cette posture nécessaire et que ça puisse perdurer après ton départ, après ceux qui partent? Et enfin, on en croise plein dans nos métiers d'animation de réseau, des élus comme toi, comme Jean-François, comme on en a plein dans le réseau TEPOS. Quand vous nous racontez d'où vous venez, votre, ça, c'est un peu cucu, mais votre sagesse, justement, cette capacité de réflexion sur vous-même pour pouvoir avoir cette capacité de réflexion sur les autres. Mais en fait, comment on fait quand vous partez et que derrière, les gens qui vous entourent et les futurs élus disent ah ouais, c'est à mon tour, il fallait que je vienne, comme le monsieur à la réunion publique. Fallait que je vienne, fallait que j'y aille. Comment on fait pour qu'il y en ait qui décident d'y aller avec cette sagesse et cette posture pour faire perdurer des trucs gigantissimes que vous avez mis en place sur vos territoires? T'aurais dû animer la table, hein. Franchement, Anne, c'est parfait. Après, comment dire, il faut accepter aussi l'incertitude, il faut accepter que l'avenir, on le maîtrise pas, il faut accepter qu'un territoire, il a besoin de dynamiques différentes, de points de vue différents, on n'a pas la vérité, on a tenté des choses, certaines ont fonctionné, d'autres n'ont pas fonctionné, on a essayé d'impulser une envie, des méthodes, une façon différente d'envisager l'avenir. On sait, on le voit, qu'il y a déjà plein de choses ont été transformées. On voit bien que les choses aujourd'hui sont peut-être plus faciles qu'hier. Ce climat de confiance, mine de rien, heureusement qu'au bout de 40 ans, ça se sent et ça paye. Maintenant, c'est fragile. Et en effet, on le voit au niveau international, tout est fragile, tout est complexe. J'ose espérer que, mine de rien, ce qu'on a semé pollinisera, ce qu'on a semé permettra que petit à petit des gens s'en emparent. Moi, je vois les jeunes, je vois beaucoup de jeunes de 25-35 ans, donc certains même vivent chez moi, dans ma maison, à tour de rôle. Il y a plein de gens qui passent, qui vivent pendant 6-7 mois avec moi, donc on échange plein de trucs, c'est super sympa. Et eux, ils voient bien que là, j'en discutais tout à l'heure dans le hall, là, il y a des jeunes qui disent, mais en fait, là, en vivant avec toi, je vois bien qu'il faut que je m'engage, qu'il faut que j'y aille. Et donc ils prennent les choses en main. Donc j'espère que mais bon, on maîtrise rien. Donc chez toi, tu envoies dès qu'ils arrivent. Ah c'est clair. Parce qu'il y a plein de territoires où ils les voient pas, ceux qui arrivent. Non, mais moi je vois. En plus, on a un territoire très attractif. La difficulté, c'est que nous, pour moi, c'est l'enjeu très clairement du mandat c'était déjà l'enjeu il y a 20 ans, mais là, ça s'accélère. C'est la problématique du logement. Donc nous, on a créé de l'habitat participatif. On s'est pris une tôle sur les tiny house, mais on a créé un stécal pour. Bref, je vous passe les détails. Mais la problématique du logement, elle est déterminante parce que les jeunes ont vraiment du mal. Ils viennent, ils s'installent, mais ils repartent. Parce qu'ils n'arrivent pas à fidéliser une présence sur du long terme en se logeant décemment. Donc, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Les élus qui m'accompagnent, là j'ai fait ma dernière conférence des maires parce que moi j'arrête au mois de mars. Donc j'ai 6 mandats qui vont s'arrêter d'un seul coup parce qu'en fait j'ai qu'un seul mandat électif en tant qu'élu dans ce petit village depuis Saint-André, mais derrière j'ai eu 6 mandats qui ont été attachés à ce mandat et tout s'arrête fin mars. Mais je vois bien qu'il y a des élus qui finalement se sont formés, il y a des techniciens qui se sont formés, des associations qui se sont formées en particulier sur l'intelligence collective, sur la co-construction des politiques publiques. Là, l'autre jour, j'ai assisté à une réunion avec Forêt Alpine. Donc c'est une jeune ingénieure qui a participé au sentier de la transition. On a créé un sentier, c'est une déambulation de 3 heures autour de mon village, où on aborde tous les sujets de la transition et les gens voient des réalisations sur ce sentier. Il y en a qui l'appellent le sentier des ministres, parce qu'il y a eu 7 ministres qui l'ont emprunté. C'est pas le sentier des chèvres. Avec 50 gendarmes, c'était rigolo. Et donc cette fille, elle est venue, et puis après on a discuté, et finalement, elle s'est engagée, elle a créé Forêt Alpine,
et elles bossent, je les accompagne avec l'INRAE sur les sciences participatives. Et on voit bien que ça cartonne. Là, elle s'est formée avec l'INRAE grâce au dialogue territorial sur l'énergie. Et l'autre jour, j'étais présent à une réunion qu'elle organisait où ils ont fait les 3 plans pluriannuels de gestion de la forêt avec 3 communes en concertation avec la population. Avant, c'était l'ONF qui faisait le plan pluriannuel. Après, l'ONF a dit, bon, on va peut-être pas faire ça tout seul, on fait ça avec les élus. Donc ça s'est fait avec les élus. Et là, maintenant, ça y est, c'est avec les habitants. Donc tout ça me dit que quand même, on a marqué des points. La confiance, encore une fois fragile, elle a commencé à s'installer. J'ose espérer que demain, ça ira plus loin et que les nouveaux élus vont prendre conscience. Alors, on n'a pas parlé de la peur, mais là, très clairement, moi, en conférence, j'interviens beaucoup là-dessus, parce que personne n'imagine la peur des élus. Les élus sont morts de trouille. Et c'est pas des blagues. Les élus ont peur des citoyens. Donc, à un moment donné, il faut travailler cette affaire-là de telle sorte que, comme je l'ai dit, les citoyens, c'est pas simple, hein, parce qu'il y a beaucoup de portes fermées, mais les citoyens, à un moment donné, il va vraiment falloir qu'ils fassent cet effort d'aller vers les élus et les élus d'ouvrir les portes de la mairie. Donc, ce double mouvement doit se construire. Ça sera dans la durée, mais pour moi, de toute façon, on n'a pas le choix. Et puis on compte sur toi, Pierre, pour passer le message et puis accompagner ceux qui arrivent. Enfin, tu vas rester aussi dans une posture de transmission d'expérience. Oui. Si les gens ont besoin, moi, je serai là. Déjà, je vais marcher pendant 6 mois. Donc, mais après, oui. On te recontacte dans 7. Voilà, c'est ça. Dans 7 mois, je serai opérationnel et je saurai ce que j'ai envie de vivre pour les 30 prochaines années. Je pars de chez moi, je vais en Bretagne, je vais faire 2200 km en autonomie à pied. Donc, ça va me permettre de réfléchir à ce que j'ai envie de vivre. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Un grand merci, Pierre. Regarde, tu lèves des foules. Tu lèves des foules. On va prendre plutôt des questions-réactions de vive voix. On n'est pas super nombreux, donc est-ce qu'il y a des micros qui circulent? Si oui, il y a un monsieur tout là-haut. Une fois de plus, si vous pouvez vous nommer avant de prendre la parole, s'il vous plaît. Bonjour, Jean-Pascal Deremier, contributeur citoyen et accessoirement aussi fondateur d'une association qui s'appelle Osons les contributions citoyennes, et impliqué dans différentes organisations. Alors, merci pour ce discours. J'ai bien retrouvé, moi j'ai lu passage, comment ça déjà, critique là. J'ai bien retrouvé la tonalité de ce que tu as raconté dans ton livre. Alors, j'encourage tout le monde à lire son bouquin parce qu'il est vraiment génial et on retrouve bien tout ce que tu racontes. J'ai une petite question à te poser. Comment dire, quand tu as brigué le mandat d'élu, tu as travaillé sur un village rêvé. Je veux savoir dans quelle mesure ce village rêvé, tout ce que tu avais imaginé pouvoir mettre en place, s'est réalisé, ou si, quelque part, tu n'as pas eu quelques... pas déconvenus, mais en tout cas, entre ce que tu souhaitais mettre en place et la capacité à mettre en place, il y a eu des écueils ou des écarts. Enfin, voilà. Bah si, évidemment, hein, j'ai eu 2 menaces de mort. Et puis c'est pas toujours simple. Il y a mon voisin qui habite à 120 mètres depuis plus de 10 ans. Je lui dis bonjour tous les jours, il refuse de me répondre. Alors si l'autre jour il s'est fait avoir, il m'a pas reconnu, il m'a dit bonjour. J'ai dit ouais, c'est bien parti. Et donc oui, c'est complexe et la vie d'élu, elle est évidemment pas simple. En même temps, moi je trouve que on parle beaucoup de ce qui est compliqué, difficile pour les élus, mais moi j'ai pris un pied pas possible. Pour moi, c'est 18 ans je ne connais pas une fonction autant formatrice que celle-là. Moi, j'ai découvert un monde. Je dois tout à ce territoire. Grâce au fait d'avoir été élu, mais ça a été exceptionnel. Et je trouve qu'on a une chance incroyable en tant qu'élu. Après, oui, c'est difficile. À la fin, au bout de 18 ans, il y a des trucs qui ont marché, il y a plein de trucs qui n'ont pas marché. Je suis allé dans des endroits
inimaginable. J'aurais pas imaginé que je me serais retrouvé en effet président du pays Grand-Briançonnais, donc c'est 36 communes du nord du département des Hautes-Alpes. J'aurais pas du tout imaginé qu'on aurait fait ce qu'on a fait. C'était parce qu'en fait, nous, on a travaillé sur le village de Puy-Saint-André. On a été d'ailleurs bien au-delà de ce qu'on avait imaginé en 2008. Là, il n'y a pas si longtemps, on a fait une opération sur les biens vacants sans titre ni maître. On a récupéré 43 hectares gratuitement. Et on a dit aux citoyens, on vous les file. Allez, on vous file 2 hectares accessibles, irrigués, plein sud, avec de la bonne terre. On vous paye les arbres fruitiers. On vous paye les pioches. Allez. Et ils nous ont dit, oui, mais comment on fait ? Vous faites. Oui, mais est-ce qu'il faut se mettre sous forme associative ? Ah, je vois ça. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, le commun, on en parlait tout à l'heure, c'est Jean-François qu'on parlait. En fait, on se rend compte que là aussi, les gens, ils savent plus faire du commun. Ils sont sidérés de la complexité du truc et ils ont réussi à faire. Alors, ils se sont pas mis sous forme associative, mais ils ont créé 4 vergers. C'est des centaines d'arbres fruitiers. Et là, on voit bien, on prépare le coup d'après, quoi. Et donc, il y a plein de choses qui se sont faites au fil de l'eau qu'on n'aurait pas imaginé parce qu'il y a des opportunités, il y a des choses qu'on aurait souhaitées qui se sont peut-être pas faites, j'en ai pas en tête, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites qu'on n'aurait pas du tout imaginées. Il y a une autre question là-bas. Oui, bonjour. Je m'appelle Antoine Reynaud, je travaille à la mairie de Los-Angeles. Vous n'avez pas trop parlé de la relation avec les agents. Quand vous êtes arrivé, vous avez changé la posture, lancé toutes ces démarches, ces révolutions dans la façon de faire, et notamment parce que vous impliquez les gens de cette manière-là. Comment ça a été reçu au début et est-ce qu'il y a eu un accompagnement C'est évident que le rapport avec les techniciens, pour moi, c'est simple, c'est vraiment un binôme élu-technicien. Si on n'arrive pas à construire ce lien, même avec des gens qui peuvent avoir des visions du monde différentes, mais créer ce lien élu-technicien, c'est primordial. Moi, j'ai eu du pot. Alors, il se trouve que j'ai travaillé qu'avec des femmes, mais ça a été génial. Que ça soit sur les déchets, que ça soit sur la mobilité, que ça soit sur tous les sujets un peu en silo, mais vous avez compris, tous interconnectés. Quand déjà elles savaient que de toute façon, dans les 48 heures, elles auraient une réponse à toutes leurs questions. Donc ça, si vraiment j'étais pas capable de répondre dans les 48 heures, elles le savaient, elles étaient averties. Donc en fait, là du coup, on crante et je peux vous dire que ça avance, hein. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les élus répondent pas. Donc, il y a des techniciens qui ont envie, mais si en face, il y a pas de réponse, ça patine, puis au bout d'un moment, ça s'embourbe, puis au bout d'un moment, ça tombe. Et donc, en fait, moi, je suis rarement trouvé dans cette situation-là, ou en tout cas, dès que j'ai vu qu'il y avait un technicien qui répondait pas, moi, je partais ailleurs et je faisais autre chose. Et en fait, ça ce qui a permis de faire bouger des choses vraiment. Mais moi, j'ai vu des techniciens épanouis, heureux, parce que enfin, ils pouvaient s'exprimer et développer des projets. Souvent, les techniciens sont nettement plus avancés que les élus sur des visions, pour moi, d'avenir. Question en bas à droite. Bonjour, Pierre. Moi, je viens d'Auvergne, d'une petite ville qui s'appelle Beaumont, 10 000 habitants. Je me dis toujours que quand on vous écoute, on voit les estuaires. Je me projetais à Saint-Nazaire et je me disais, mais finalement, la source, le démarrage, qu'on voit pas souvent, le Mont-Gerbier-des-Joncs, si je parle de la Loire, comment on démarre ? Comment on arrive ? Alors, je me souviens du troc des confitures, un témoignage de Jean-François. On a planté des arbres fruitiers, donc il y a des confitures, donc ils troquent. Comment on initie au démarrage ? Ça prend du temps, mais voilà. C'est quoi le point de départ ? Quelles sont les sources potentielles pour se lancer ? Au tout début, nous, c'est vrai que, en tout cas à titre personnel, mais l'équipe était d'accord. Nous, c'était vraiment la problématique de l'énergie. Moi, c'est un sujet qui m'a passionné. J'ai assisté au branchement de la première centrale photovoltaïque illégale en France par Marc Géliska, Marc chapeau, parce que franchement, là, fallait du courage, hein.
un ingénieur qui branche juste à côté de la centrale de Cresmalaville, la centrale nucléaire de Cresmalaville, une centrale photovoltaïque en toiture illégale. Il s'est pris le procès par EDF, qui a perdu son procès. Et le vos centrale photovoltaïque, c'est grâce à Marc quand même. Hein. Moi, ce mec-là, il m'a scotché et il m'a donné envie. Je me suis dit, waouh. Et après, je suis allé voir le maire de ma commune. J'avais, je sais plus, 25 ans. Et je dis, voilà, on est 6 copains, on a 12 000 francs et on a envie de mettre une centrale sur le toit de la mairie. Il se trouve que j'avais pas fait le calcul, mais il y avait un conseiller municipal d'EDF. Donc ça s'est pas fait. Mais ça avait créé beaucoup de frustration. Et en 2008, quand on a été élu, la première chose, on a fait une réunion publique, je sais plus, 3 semaines après avoir été élu, en disant aux citoyens, voilà, on a envie, vous l'avez compris sur le programme, que l'énergie soit publique, citoyenne, renouvelable et locale. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde a dit, oh, c'est génial. Et du coup, finalement, on a créé la première société d'économie mixte citoyenne en France de production d'énergie avec les citoyens. Donc au début, c'était tout petit. On a mis, nous, 50 000 balles. Les citoyens, ils ont mis le reste. Et on a mis une première centrale, puis 2, puis 5, puis 10, puis 20. Et là, aujourd'hui, là, j'ai signé hier. On va turbiner l'eau potable de la commune de Saint-Martin-de-Carrière. Imaginez les gens, quand ils prennent un verre d'eau, ça produit de l'énergie. Donc là, sur Saint-Martin-de-Carrière, on investit 1 million d'euros là à partir du printemps et au mois d'août, normalement fin août, quand on prendra une douche à Saint-Martin, eh bien, il y aura de l'électricité qui sera produite. Ça, c'est grâce à la société citoyenne qu'on a créée avec les habitants de Puy-Saint-Andre et les gens se sont dit, ah, là, il y a un truc, on y va. Donc là, ça a démarré comme ça. Attention à l'effet rebond, parce que si du coup, plus je prends ma douche longtemps, plus ça produit de l'énergie. On leur explique. Alors, ouais, en fait, ouais, je sais on devrait arrêter, mais j'ai enfin des femmes qui lèvent la main, donc on en prend au moins une, et puis après, je vous inviterai. Pierre, tu restes avec nous. C'est toi la chef, Anne. Donc, je reste jusqu'à ce soir. Eh ben super, donc vous pourrez aussi échanger avec lui pendant le déjeuner. Merci beaucoup. Bonjour, moi je suis Cécile Bourbon, je représente aujourd'hui Geyser, Dialter, donc Dialter comme dialogue territorial. On a une méthodologie de concertation basée sur la médiation de conflits. Moi j'ai pas de questions, en fait je voudrais juste vous remercier parce que en fait j'ai trouvé vos témoignages hyper émouvants et moi, ça me donne une énergie monstre parce qu'en fait, il y a des moments où, dans nos métiers, on a envie de baisser les bras. Enfin, on a les bras qui tombent parce que justement, nous, ce qu'on met en évidence de plus en plus, c'est le besoin de portage politique de nos démarches. Et vraiment, quand on voit quelqu'un comme vous, enfin, moi, ça me redonne du souffle, quoi. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci à vous, parce qu'on a aussi besoin de retour. Hein. Tout à l'heure, il y avait une allusion sur, en effet, Jean-François et le travail. Je sais pas, après, c'est beaucoup des convictions qui viennent de profond, je vous ai expliqué. Et après, ça permet d'être sur des chemins de crête où on est tout le temps prêt à se casser la gueule. Mais finalement, on fait le chemin parce qu'on y croit. De toute façon, quelque part, on n'a pas trop le choix. L'avenir, on voit bien comment il se présente à nous, mais on a des solutions. Et finalement, c'est des solutions qui sont quand même pas si complexes que ça, de travailler ensemble. Et puis en plus, c'est génial. Enfin, moi, j'adore. Tout à l'heure, je vous parlais de l'intelligence collective. À chaque fois, je suis sidéré du potentiel des citoyens. Comment ils arrivent ensemble à construire des projets territoriaux. Moi, ça m'époustoufle, cette intelligence collective. C'est incroyable. Alors que dans les collectivités, finalement, les élus et techniciens, ils sont pas aussi puissants, quoi. Donc je me dis, en fait, on a toutes les solutions, c'est à portée de main, c'est possible. Si on ne nous empêche pas de faire, alors ce dont je vous ai pas parlé, c'est que nous, on a beaucoup travaillé sur les besoins primaires des populations. Je disais à Édouard Philippe quand il était Premier ministre, mais en fait, on dit que la France est un pays développé, c'est des conneries. L'eau, ni en quantité ni en qualité, n'est garantie. Et ça, on peut en parler à un moment. La bouffe, une autonomie alimentaire de 2 jours, avec de la bouffe pendant 363 jours dans des camions, vous trouvez ça normal? Le logement, on peut en parler à un moment. L'énergie, même chose. Bref, aujourd'hui, les besoins primaires de nos populations sont pas garantis. Donc si on met ensemble autour de la table les concitoyens sur chaque territoire pour travailler les autonomies territoriales, je n'ai pas parlé d'autarcie,
Parce qu'à chaque fois, on essayait de me piéger là-dessus. Non, on va vers une autonomie territoriale, et c'est des autonomies ouvertes sur les voisins. Je peux vous dire que là, ça envoie du lourd, hein, parce que les gens, ils sont capables justement d'imaginer les choses sur les autonomies locales. Et pour moi, la clé, elle est là. Les besoins primaires, donc on reparle du soignant, on reparle du prendre soin. Et quand on tire ce fil des besoins primaires, en fait, tout vient et c'est fastoche. Hein. Merci beaucoup, Pierre. C'est extrêmement frustrant de couper la parole.